Je voudrais maintenant passer la parole à Serge Morand qui nous rejoint, mais de très loin, puisqu'il est actuellement en Thaïlande, même peut-être aux confins de la Thaïlande et du Cambodge, ou par là, qui va nous parler de mondialisation et émergence des zoonoses, qui est un autre problème aussi des activités humaines, notamment au travers de la déforestation et de la promiscuité entre les habitats humains et la restriction de ceux des animaux sauvages. Serge Morand est directeur de recherche au CNRS. Il est un des rares directeurs d'un laboratoire étranger associé à 2 universités en Thaïlande et a consacré une magnifique carrière à la vectorisation des maladies humaines par diverses bestioles, depuis les égouts de New York jusqu'aux forêts tropicales. Serge, c'est à vous. Merci pour la très belle introduction et merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous, y compris un peu de trop loin. Je pense que je vais pouvoir partager mon écran. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est bon? Ouais, très bien. OK. Donc voilà, un grand merci. Et puis c'est un vrai plaisir aussi de parler après Vincent. Et bonjour Vincent, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas revu. Alors on se revoit un peu trop loin, mais il faudra que je passe un de ces temps à Montpellier. Donc oui, j'ai la chance de pouvoir diriger une nouvelle unité de recherche internationale qui associe le CNRS, une faculté plutôt je dirais, d'agronomie à cette université, avec aussi de vétérinaire, et puis une faculté plutôt de sciences générales, et notamment avec la faculté de médecine tropicale. Et j'ai la chance d'être professeur invité en médecine tropicale et professeur invité en médecine vétérinaire. Je suis ni véto ni médecin. Je suis écologue, mais ça fait depuis des années que finalement nos collègues thaïlandais trouvent de l'intérêt justement à faire venir de l'écologie dans leurs réflexions justement sur une santé partagée entre santé des écosystèmes, santé humaine, santé animale, santé aussi de la faune sauvage. Donc, on va reprendre et ça va vraiment compléter, je crois, avec ce qu'a dit Vincent, mais on va partir du global et on va redescendre après au local. Et je vais finir avec une toute petite touche concernant un peu l'éthique, mais plutôt une vision personnelle, pratique aussi, de l'éthique dans nos travaux qu'on mène justement dans une approche One Health. Alors juste pour célébrer quand même l'anniversaire des 5 ans de l'émergence du coronavirus, du SARS-CoV-2, donc en Chine, donc où on n'y a pas cru. Donc tu sais, moi-même, je faisais partie, j'avais écrit un bouquin quelques années avant sur la prochaine peste, et c'est un peu la sidération parce que l'émergence, c'est d'une nouvelle maladie infectieuse, d'une zoonose. Par définition, c'est pas tellement prédictible. On ne sait pas quoi, quand et où. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en ce moment, nous avons une émergence de grippe aviaire dans le pays qui était normalement avec le meilleur système de surveillance au monde, une grippe aviaire, mais qui arrive sur des vaches et des vaches laitières, quoi. Et donc là, c'est quand même aussi toujours un peu cette sidération de ces surprises. Pourtant, on n'aurait pas dû être surpris, parce que quand on regarde les données, on est vraiment en phase d'une épidémie d'épidémie. Pardon, je suis désolé, j'entends un petit peu du brouhaha dans les micros, dans mon microphone. Donc, quand je parle, je suis un peu désolé. Ouais. Et donc, on a une épidémie d'épidémie. Alors, par contre, là, voilà, vous n'allez pas pouvoir voir le graphe animé parce que vous avez parlé tout à l'heure de ça. Justement, j'ai retiré. Je suis entièrement en logiciel libre, mais la salle de conférence utilise Microsoft Teams. Donc, j'ai un conflit entre Microsoft Teams et mes logiciels libres. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir les animations, mais vous allez devoir me croire sur parole. J'ai repris des données concernant les épidémies de maladies humaines, aussi bien zoonotiques, c'est-à-dire qui sont associées avec des animaux sauvages ou domestiques, ou des maladies vectorielles, depuis les années 60 jusqu'aux années 2020, donc jusqu'au début de la pandémie de Covid-19. Et donc, on aurait dû voir une augmentation vraiment très significative de ce nombre. Mais surtout, j'avais repris aussi des données concernant les épidémies qui affectent, je dirais,
le bétail ou les volailles. Et là aussi, on a, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé animale, une augmentation très forte, comme d'ailleurs des épidémies qui affectent la faune sauvage, dont le nombre d'épidémies ont été multipliés par 3 depuis 2005. De plus en plus d'épidémies, et je pense que on en est vraiment le fait en ce moment, encore une fois, avec l'épidémie de grippe aviaire aux États-Unis, qui a ravagé aussi tout le continent nord-américain sur la faune sauvage, hein, qu'elle soit aussi bien oiseaux que mammifères. D'ailleurs, encore très récemment, donc on a aussi des lynx hein, dans la région de New York sauvages hein, qui ont été aussi encore trouvés infectés par ce virus qui va vraiment s'endémiser aussi dans tout le continent nord-américain et sud-américain. Alors, quels sont les facteurs? Je ne vais pas avoir le temps, ça sera un exposé complètement complet, de voir un peu tous les facteurs responsables de ces épidémies, de ces augmentations d'épidémies ou d'émergence. On va en prendre que deux, hein, vraiment deux, trois. Le premier, c'est l'accroissement de l'élevage, et ça va reprendre ce que vous venez de discuter, ce que Vincent avait juste fini dans sa présentation, avec l'augmentation. Alors, vous allez devoir me croire aussi sur parole avec l'augmentation du nombre de têtes d'animaux. Donc les vaches, en 1960, il y en avait un peu moins d'1 milliard, 900 millions. En 2020, on a dépassé les 1 milliard 600 millions de têtes de bétail sur la planète. Le nombre de poulets, il y en avait à peu près 400 millions. On a dépassé maintenant, on dépasse les 30 milliards de poulets. Et les cochons aussi, pareil, avaient augmenté. Ils étaient un peu moins de 500 millions. Ils ont frôlé le milliard 600 millions, diminué fortement à cause de la peste porcine africaine. Et là, c'est reparti à la hausse. Et comme l'a dit, je l'ai représenté un peu ça différemment. Le poids des vaches sur la planète est plus important que le poids des humains. Et ça reprend aussi les données qu'a parlé Vincent tout à l'heure. Si on prend tous les animaux domestiques, y compris de compagnie, et avec les humains, c'est 97% de la biomasse totale des vertébrés terrestres. Alors, je ne vais pas parler de la biomasse des poulets, mais je parlais du nombre de poulets. L'estimation du nombre d'oiseaux sauvages était d'à peu près de 300 milliards en 1997. La dernière estimation, qui date de 2019, est de 50 milliards. Très, très prochainement, non seulement la biomasse est plus importante, mais le nombre total de poulets, donc sans compter les autres types de volailles, va dépasser bientôt le nombre total d'oiseaux sauvages. Donc on comprend mieux maintenant, et ça, on fait pas mal d'analyses différentes, donc je ne vais pas trop rentrer dedans, mais simplement que c'est très clair qu'il y a une relation directe et indirecte aussi entre l'augmentation de cette densité et nombre d'animaux de rente et l'augmentation des zoonoses humaines. Donc c'est très clair, mais aussi un aspect direct ou indirect, souvent sur la baisse de biodiversité. En parallèle, on a des grands changements d'utilisation d'usage des terres, augmentation des terres agricoles, notamment pour nourrir nos animaux de rente. Et tout ça s'accompagne à la fois de déforestation, bon, pour le soja entre autres, ou pour l'agriculture extensive, mais parallèlement, il y a une demande très forte pour les plantations commerciales. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait aussi pendant la période de Covid-19 avec une de mes collègues qui était juriste, pour faire ce lien entre ce que vous avez présenté sur toutes ces zoonoses ou maladies vectorielles par pays et par année, en lien avec l'évolution des couvertures forestières, donc avec toujours une baisse des couvertures forestières plutôt dans l'hémisphère sud et une augmentation des couvertures forestières plutôt dans l'hémisphère nord, ou avec l'augmentation des plantations commerciales. La FAO nous donne seulement des données concernant les palmiers à huile, donc j'ai pris les palmiers à huile, et là encore c'était très clair, déforestation ou augmentation des palmiers à huile sont fortement associés, et en contrôlant aussi pour l'effort d'échantillonnage, pour l'autocorrélation, voilà, tous les aspects statistiques qu'il faut un peu avoir derrière sont fortement associés enfin, les zoonoses, les épidémies sont fortement associées à ces changements d'usage des terres. Donc évidemment, tout ça, c'est
encore une fois, que des corrélations, hein, mais quand on regarde par pays, on voit des associations très claires, notamment avec la leishmania ou la dengue ou la malaria d'ailleurs, ou d'autres maladies, mais ça va être plutôt quand on va retravailler pays par pays, alors que là, c'était global. En parallèle, donc, et en lien même, une biodiversité en crise. Alors, cette biodiversité en crise, c'est essentiellement dû avec justement ces impacts globaux qui existent, aussi bien changement d'usage des terres, augmentation des fois aussi de la densité humaine, mais ce n'est pas le plus important, la densité humaine, c'est aussi l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, donc les pollutions. Mais on voit que pour l'instant, quelles que soient les données de l'UICN sur la liste rouge ou les données VVF sur l'index planète vivante, c'est vraiment l'hémisphère sud qui est le plus fortement impacté par cette disparition et cet impact rapide. Donc là où finalement aussi on a des zones très riches en biodiversité. Donc c'est pour ça aussi que regardons maintenant les liens qui peuvent se faire entre cette biodiversité en danger. Alors c'est un diagramme ici sur la gauche qui date de 2008-2009 de Schipper, qui avait paru dans Science, qui était un des papiers qui m'ont 2008, ouais, qui m'ont vraiment influencé, avec un autre papier sur les zoonoses, l'émergence, qui montrait l'Asie du Sud-Est. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je parte en Asie du Sud-Est. Je commence à travailler parce que c'est là que, si je veux explorer le lien entre biodiversité et santé, c'est là qu'il faut travailler dans des zones riches en biodiversité, en danger, mais en même temps aussi malheureusement riches en maladies tropicales négligées, mais en émergence de zoonoses. Donc, en prenant encore une fois toutes ces données concernant ces épidémies, en contrôlant aussi pour finalement le nombre de maladies connues dans ces pays, on peut voir que ce nombre relatif d'épidémies est en lien avec le nombre relatif d'espèces qui ont été classées en danger dans les pays. Donc en contrôlant pour le nombre total d'espèces. C'est-à-dire plus le nombre d'espèces en danger dans un pays augmente, plus le nombre d'épidémies recensées augmente. Donc tout ça, ça a l'air de nous dire que finalement, en perdant la biodiversité, on perd un élément essentiel de la biodiversité, pas simplement le nombre d'espèces, mais on perd la régulation. On perd, comme on perd de la régulation de la prédation, on perd la régulation de la pollinisation, on perd donc des régulations de compétition, et bien on perd aussi cette régulation importante de la biodiversité, c'est la régulation de la transmission des maladies infectieuses. Alors pas simplement des humains aux humains, mais des animaux aux humains et des animaux aux animaux. Tout ça dans un contexte de planète globalisée. Donc, je vous montrerai pas aussi un peu les études qu'on a fait pour faire le lien entre la transmission, enfin la relation aérienne des passagers mondiaux qui a augmenté de 1500% entre les années 70 et maintenant, et les épidémies, le transport des épidémies. Donc, on n'a pas trop le temps de rentrer dans ces détails, mais simplement pour vous montrer, après, quand j'ai remis un peu tout ça en place, toutes ces études qu'on a pu faire aussi sur l'augmentation de l'urbanisation, sur l'augmentation des plantations commerciales, sur l'augmentation des infrastructures. On est dans un monde de plus en plus globalisé, avec une mobilité importante, ce qui a l'effet d'augmenter l'urbanisation, d'augmenter aussi les échanges internationaux, qui on va avoir des impacts très locaux. Tout le système de transformation d'usage des terres, avec les pertes de biodiversité, de déforestation que je vous ai monté, et en même temps pour assurer cette mobilité à la fois ce qu'on appelle ces biens. Donc il faut développer des infrastructures de routes, de mines et aussi de barrages. Donc tout ça a un effet, le global a un gros effet sur le local, et c'est là finalement que c'est au local que se passe l'émergence, où se passent les premières transmissions de maladies. Mais si finalement on n'est pas connecté, ça va rester là. Le fait qu'on soit connecté, ça va repartir au niveau global, c'est-à-dire une petite émergence. Oh, pardon, ça reparle encore dans le micro. Une petite émergence au niveau local va repartir totalement au niveau global en pandémie. Donc on est vraiment dans ce que j'étudie de plus en plus, qu'on va regarder un peu plus loin, vraiment une transmission aux interfaces, hein, aux interfaces entre
les écosystèmes, la faune sauvage, les animaux domestiques, le pont que remettrai toujours en place, et les humains. Et si on regarde le SARS-CoV, les coronavirus, on va reboucler avec eux. Vous avez tout début, on partait avec le SARS-CoV-2. On a mes collègues qui avaient publié un papier vraiment intéressant pour essayer de mettre en évidence le lien entre tous les coronavirus qui ont émergé chez les humains et chez les animaux domestiques du XIIIe siècle au XXIe siècle. Et là aussi, on voit une belle accélération. Alors, première chose qu'on voit, c'est que tous ces coronavirus, les humains ne sont pas en fait les hôtes initiaux. Ça provient pour beaucoup des chauves-souris et aussi des rongeurs, hein, les rongeurs étant mes animaux préférés. Et ça peut venir aussi d'autres oiseaux de temps en temps. Et puis, ça va passer sur les humains, mais ça va toujours avoir finalement des animaux qui vont servir d'hôtes intermédiaires ou d'autres un peu ponts, ponts intermédiaires. Et souvent, bah, ça a été des chameaux, ça a été des vaches, ça a été aussi des chiens, entre parenthèses, ou des cochons, ou des nouveaux animaux mis en élevage, bah, comme par exemple la civette pour le premier SARS-CoV-2, et on pense peut-être à d'autres animaux si c'était le cas pour le SARS-CoV-2. Mais quand on voit aussi, la deuxième chose importante, c'est que du XIIIe siècle au XIXe siècle, seulement 3 coronavirus ont réellement émergé et réussi leur émergence chez les humains. Autour du XXe siècle, on en a 4. Tous sont restés dans le compartiment plutôt domestique, hein, d'animaux. Et puis, par contre, au XXIe siècle, simplement dans les 25 premières années du XXe siècle, on a 8 coronavirus qui ont déjà émergé. Donc, on est vraiment dans cette phase que je vous ai montrée, hein, d'accélération. Et au niveau du SARS-CoV-2, c'est aussi quand même absolument cette connexion au niveau international. On a un virus qui est sûr qui est originaire d'une chauve-souris. Après, comment il est passé sur les humains à Wuhan, c'est une autre histoire. Mais à partir de là, il est parti en même pas une année sur l'ensemble de la planète, touchant les humains, mais repassé sur les animaux, aussi bien domestiques, aussi bien d'élevage, hein, comme les furets. C'est là que j'ai appris qu'on avait quand même 12 millions de furets qui étaient, enfin 12 millions oui, de visons qui étaient élevés au Danemark et qu'il a fallu sacrifier pour éviter une contamination humaine. Et c'est repassé notamment sur le cerf de Virginie, donc très associé aux humains comme le cerf de Virginie, avec au moins 3 passages à 4 passages potentiels indépendants, avec une très forte et le virus continue de circuler, s'adapter sur le cerf de Virginie. Donc, ça devient potentiellement une vraie zoonose. Donc, ça veut dire que quelque chose qui émerge en Chine apparaît maintenant dans le cerf de Virginie aux États-Unis, un peu comme la même chose avec le virus influenza, qui sont sortis certainement des oiseaux sauvages, amplifiés dans le compartiment de canards, essentiellement dans l'Asie du Sud-Est, repartis sur des oiseaux sauvages, mais après avoir acquis une virulence, passés peut-être avec le changement climatique, changement des routes d'oiseaux, pour passer sur tout le continent américain. Et là, c'est une endémisation qui est en train de se préparer. Tout ça, c'est de corrélation. Donc on voit finalement cette relation vraiment très forte entre ces points chauds d'émergence de maladies zoonotiques, et j'ai remis en rouge l'Asie du Sud-Est, hein, juste pour vous imaginer, hein, je fais ça avec mes étudiants, hein. Ici, là, c'est centré sur Bangkok, la moitié de la population mondiale humaine vit là. Et avec une grande majorité aussi de la production animale est ici, une grande diversité d'animaux sauvages, culturels aussi, mais tout ça en danger. Donc là, on se trouve vraiment dans les conditions idéales où en fait, on a une augmentation de cette sphère domestique. Sphère domestique associe quoi? Humains, élevage et tous ces animaux péridomestiques adorent les humains, les rongeurs, les moustiques, certains tiques et tout ça, quoi, qui sont là et qui en fait favorisent finalement l'amplification de quelque que ce soit qui va venir de la faune sauvage, qui est aussi en voie de diminution. La faune sauvage n'est pas le responsable. La faune sauvage, bah oui, il y a du danger qui peut être là, mais finalement, nous avons augmenté le risque essentiellement par augmentant l'exposition grâce à l'augmentation de l'élevage et notre vulnérabilité parce que nous sommes en train de monter quelque chose qui est finalement très sensible et très vulnérable, que ce soit nos systèmes de santé publique, de santé animale ou de santé de l'environnement et des écosystèmes.
Alors tout ça, ça va être un peu le côté, c'est comment on réagit, notamment les organisations internationales. Donc vous donner un tout petit aperçu au niveau, au niveau de ça, sur notamment qu'est-ce que c'est une seule santé, comment elle peut éventuellement nous aider à sortir des crises. Mais tout ça quand même pour vous dire que c'est pas nouveau, une seule santé, quoi. Alors je vais pas aller chercher du côté de cette relation entre santé vétérinaire et santé animale qu'on appelle une seule médecine. Je vais aller du côté justement de l'écologie. En 1968, on a complètement oublié à l'UNESCO, il y a une conférence qui a été très importante, qui était la première conférence intergouvernementale des experts pour justement donner une, une base scientifique rationnelle pour l'utilisation et la conservation des ressources de la biosphère. Et donc, il y avait une recommandation qui était sur les recherches en écologie humaine, avec un préambule qui était très important pour dire que l'humain est une part intégrale des écosystèmes, pas simplement influençant, mais aussi influencé par son environnement, et que sa santé physique et mentale était maintenant et dans le futur, était totalement liée à la dynamique des objets naturels, des forces, des processus qui interagissent dans la biosphère, au sein de la biosphère, et qui incluent aussi la culture humaine. Et dans les recommandations, je trouve qu'une recommandation qu'on a complètement oubliée et qu'on va malheureusement encore continuer d'oublier, qu'il fallait justement continuer et intensifier les recherches en écologie des maladies humaines avec une référence tout à fait spéciale pour celles qui sont associées aux changements environnementaux et les zoonoses qui proviennent en fait des interactions entre les humains et les animaux. Alors tout ça, on a redécouvert ça donc en 2020, donc en plein début de Covid. Donc la France et l'Allemagne, au Forum de la paix qui a eu lieu à Paris, ont un peu encouragé ce qu'on appelait à l'époque la tripartite, hein, l'AFAO, l'Organisation de la santé, l'Organisation de l'alimentation, hein, et l'Organisation mondiale de la santé humaine, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui s'appelait OIE, qui s'appelle OMSA maintenant, et le Programme des Nations Unies, pour un peu collaborer un peu plus ensemble et pour créer un groupe multidisciplinaire de haut niveau, One Health. Et j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné des rares écologues pour entrer. Je pense que c'est plutôt pour mes travaux concernant l'Asie que je vous parlais jusqu'avant, et qui a commencé à travailler fortement. Et nous avons maintenant passé dans une deuxième phase. Et je continue avec OLEP 2. Je vous montrerai juste deux choses parmi tout ce qu'on a pu faire pour la quadripartite, ce qu'on appelle maintenant la quadripartite, la définition One Health. Et cette définition One Health, finalement, reprend ce qui était déjà écrit avant, c'est-à-dire que c'est une approche unifiée, intégrative, qui vise en fait à optimiser, mais aussi à équilibrer la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. Nous avons utilisé le terme santé des écosystèmes et ça veut dire aussi parler de la santé aussi des plantes et en général de l'environnement qui sont complètement liés, interdépendants. Et surtout, c'est une approche que vous venez justement de discuter sur cette interdisciplinarité, intersectorialité. Je vais prendre ce graphique qui nous sert finalement maintenant de planche de communication, justement, hein. C'est les 4 C. C'est premièrement encourager et favoriser la collaboration entre les secteurs et les disciplines de l'environnement, des humains, un secteur de la santé humaine, mais pas que, hein, finalement, que de la sociologie, l'économie, l'anthropologie, l'économie et des animaux. Tout ça aussi pour mieux aussi coordonner la société, les citoyens, mais à toutes les échelles, du rural à l'urbain, du local au global, en prenant aussi les communautés mobiles. Tout ça avec aussi des notions d'inclusivité, d'équité, d'accès. Cela, on pourra en discuter après. Hein, on n'utilise pas le terme justice, c'est très clair, je pense pour moi, et que par contre le Global Health, la santé globale, continue toujours d'utiliser. Tout ça pour monter des capacités, hein, finalement, de pouvoir implémenter du One Health, c'est-à-dire travailler sur des systèmes, des écosystèmes en bonne santé, en bon fonctionnement, support essentiel de la santé humaine, de la santé animale, qu'elle soit libre, enfin, sauvage,
ou associés aux humains. Et finalement, aussi travailler sur la communication. Deuxième aspect qui était aussi très important, c'était de travailler sur une définition de la prévention, et notamment du spillover. Alors pourquoi? Parce que ça nous a été demandé par le Fonds mondial, par la Banque mondiale sur la pandémie, et notamment parce qu'on confond, on perd tout à fait toujours la prévention, on est toujours finalement dans la réponse, la biosécurité, la biosurveillance. Réponse et préparation. Ce qui veut dire que finalement, on se prépare à la précédente crise, mais certainement, mais on ne se fait aucune prévention de la prochaine crise sanitaire. Ça, c'est quand même un problème constant et que je revois malheureusement encore revenir. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour ça? C'est que on propose, enfin, vraiment, on pourrait dire presque militer, si on peut dire, pour des panels des experts scientifiques, mais pour mettre la prévention beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que préparation et réponse, finalement, c'est quand déjà une maladie, quelle que soit, elle est déjà dans la communauté des humains ou la communauté des animaux domestiques, elle circule, et là, finalement, il faut limiter la circulation de ces maladies. Et évidemment, il faut travailler sur les diagnostics, la surveillance, l'épidémiologie, les capacités de santé publique, les vaccins et autres, et notamment la gestion au long terme, ce qui n'est pas le cas, des systèmes de santé publique ou de santé publique animale. Et la prévention, finalement, elle n'est pas là. Et la prévention, elle est vraiment, vraiment beaucoup plus en amont, là où ça se passe, au sein même des écosystèmes. Moi, je voulais plutôt mettre les socio-écosystèmes, un peu mettre quand même des humains, parce qu'il y a des humains qui habitent dans ces écosystèmes, qui sont partie prenante. Et là, en fait, finalement, il faut travailler vraiment sur les facteurs d'émergence ou les facteurs de transmission, les facteurs anthropiques, les comprendre et les réduire ces facteurs-là, et finalement vraiment adresser ce genre de choses. Et finalement, en mettant la surveillance aussi là-dessus, c'est une surveillance beaucoup plus, je dirais, écologique, des facteurs, on pourrait, ou socio-écologiques, on pourrait vraiment finalement avoir une véritable prévention. Alors, juste pour vous dire que pour ça, qu'est-ce que ça se passe au niveau local, comme on travaille, donc c'est en Thaïlande, là où je suis, où on a lancé justement des nouveaux projets, notamment, pour moi, ça a été dès le début de mettre en lien conservation de la biodiversité et finalement écologie de la transmission des maladies infectieuses. Mettre ces deux approches en lien, c'est à cause de ma formation en zoologie, en évolution et finalement en conservation. Fait beaucoup de missions de terrain entre 2008-22. J'en ai fait donc en Thaïlande, Laos, Cambodge, Malaisie. Mettre aussi en place, on a beaucoup travaillé avec les communautés, beaucoup travaillé aussi sur ces acteurs en utilisant le modèle rongeur et lier finalement les changements d'usage des terres, changements de biodiversité avec finalement les risques infectieux, notamment liés aux rongeurs. Donc pas simplement la faune sauvage, mais les rongeurs qui vivent avec nous, aussi bien dans les champs que dans les villes, pas simplement que dans les forêts. Et puis finalement, c'est par chance, alors ça fait 12 ans maintenant, que juste là à Nantes, où j'en suis revenu là, juste là avant de repartir sur Bangkok, ça fait 12 ans qu'on travaille sur ce que j'appelle un observatoire social écologique, biodiversité santé. Et finalement, c'est un peu par hasard qu'on a été là, mais on a commencé à travailler là, mais il y a eu un accueil formidable des communautés locales pour qu'on continue à travailler avec eux, des dispensaires, et des différents finalement secteurs, et on a commencé à développer tout un ensemble. L'intérêt aussi, c'est qu'on avait 4 villages qui étaient plutôt dans la plaine d'intensification agricole, 4 villages plutôt en zone protégée, proche du parc national et plutôt en moyenne montagne. Donc on avait aussi un côté contrastant. On a développé tout un ensemble de projets basés évidemment sur l'engagement communautaire, qui sont vraiment ce lien entre biodiversité et santé. On a fait les maladies liées aux rongeurs, vous en sautez, les maladies liées aux tiques, aux moustiques, etc. Les pesticides aussi, je vous en présente un tout petit peu rapidement, les moustiques et autres. Santé des chiens aussi. Donc beaucoup de biodiversité. Donc finalement, en travaillant aussi avec, je dirais, les chasseurs locaux, donc et la comparaison qu'on a pu faire entre cette écologie, je dirais, traditionnelle et puis cette écologie scientifique, donc aussi bien sur les rongeurs, les chauves-souris, les poissons, les grenouilles, faites pas mal aussi sur la santé d'écologie, mais aussi travailler sur leurs animaux, travailler sur eux. Exemple typique, et ça va servir aussi pour l'éthique, c'est-à-dire que
ce qu'il faut très rapidement, c'est évidemment développer un projet, un protocole, et on rentre aussi dans une démarche vraiment d'éthique formelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir les consentes individuelles des populations, mais il faut avoir aussi un consent communautaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un engagement communautaire en même temps, plus les éthiques concernant les animaux sauvages ou domestiques, y compris les moustiques. On doit déclarer le nombre de moustiques qu'on va capturer et on doit en fait les mettre dans un comité d'éthique. C'est-à-dire comme c'est une vision un peu bouddhiste, tous les animaux sont considérés comme étant intégrés dans l'éthique formelle et l'éthique animale. Mais ce qui était important, qui a été aussi révélateur pour moi, c'est que dans cette éthique, il y avait le consentement formel, individuel, le travail aussi collectif d'information hein, pour l'ensemble de la communauté, mais il fallait que dans notre projet, il fallait qu'on développe aussi en quoi notre projet pouvait être bénéfique, mais surtout en quoi notre projet pouvait finalement avoir des conséquences potentiellement néfastes pour la communauté, pas individuelle, pour la communauté. Et donc pour moi, ça a été aussi à quelque chose d'assez de très formateur dans le sens de réflexion que je finirai avec ça sur la responsabilité. Donc on a travaillé notamment sur les maladies liées à l'alimentation et à trucs qui avec finalement le retour sur les communautés. Et ça nous a donné finalement cet ensemble, alors cet ensemble donné, comment on peut faire, et ça va être d'ailleurs une présentation dans One Health Case très bientôt, la semaine prochaine, de ces 10 années quoi, d'observatoire, où finalement d'être de plus en plus petit à petit à travailler avec une formulation collective des académiques, des chercheurs qui viennent un peu de taille et non-taille, hein, qui viennent là, travailler avec d'abord travailler pour un protocole, d'abord le partager, le co-construire, après le reviser avec les communautés, mais aussi je dirais les administrations locales, avec l'implémentation, tous les aspects éthiques, cette réalisation, les résultats donnés, la communication et la translation qui peuvent se faire, la récupération pour la reformulation, quoi. Et là, on a défini évidemment avec quelque chose d'une exposition donc, qui a été ouverte à toutes les écoles du coin, quoi. Mais surtout, ce qui m'avait permis, c'est peut-être cette image du bas, c'est aussi de travailler avec le savoir écologique des enfants, quelque chose qui m'intéressait depuis de pas mal de temps. Et un de mes assistants, qui était un forestier aussi, m'a aidé en fait à contacter les écoles et à travailler faire travailler les enfants et leurs professeurs sur des herbiers. Les herbiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils connaissent en termes de plantes cultivées ou qui vont utiliser en médecine. Et puis, et puis mon forestier, mon jeune forestier a mis ça en place par rapport à je dirais, la nomenclature systématique et à l'usage et par rapport à des gradients. Et malheureusement, on voit aussi la perte qui s'accélère, la perte du savoir écologique des enfants, et ça rejoint ce que vous avez discuté tout à l'heure sur aussi, c'est pas que l'école, mais c'est aussi comment les familles, comment tout l'ensemble, la communauté va pouvoir aussi transmettre un savoir écologique et un savoir de lieu de vivre. Je finirai sur les solutions basées sur la nature et des écosystèmes. Et là, disons que j'en avais un petit peu assez de travailler uniquement sur les catastrophes, mais travailler plutôt sur les aspects positifs et d'utiliser un côté très positif, c'est la réforestation communautaire qui est mise en place. Ce sont des vraies forêts, ce sont des vrais communs. Ce sont gérés par les communautés avec des règles d'usage, d'accès, avec des règles de punition aussi pour les gens, les personnes qui ne respectent pas les règles d'usage. Donc, ça nous a permis de faire de tout un ensemble de cartographie participative, d'interviews. Donc ça, on est en train de publier aussi déjà quelques petites choses là-dessus sur le bénéfice qui est associé, y compris d'ailleurs le bénéfice de la chasse communautaire. Donc la chasse fait partie aussi des aspects importants pour les communautés. Et notre question, c'est ça maintenant, finalement, la refaunation qui peut être associée à la reforestation, ça présente-t-elle des risques sanitaires? Pour moi, si finalement la dégradation des systèmes augmente les risques, bah, la refaunation, il y a une bonne reforestation, finalement devrait diluer les risques. On augmente peut-être le danger, mais on dilue le risque. Alors pourquoi cette idée? Parce qu'on avait travaillé sur tout un ensemble de pièges photographiques, de sons aussi, d'enregistrement de sons sur les chauves-souris, sur la faune. Et là, j'avais été complètement émerveillé. Ça avait été tellement beau de voir finalement à 500, 600 mètres du village, sur nos pièges photographiques, des ours asiatiques, des pangolins, des civettes, de chats sauvages d'espèces. Donc de regarder tout ça. Et donc on est vraiment cet côté-là où on travaille à la fois sur ces communautés, on apprend mutuellement
finalement, c'est quelle est la contribution de cette reforestation communautaire à la biodiversité par la refaunation, mais comment finalement reforestation et rewilding peuvent réduire les risques. Donc finalement, pour renverser ce que je vous ai montré au tout départ, c'est-à-dire que si on réduit le nombre d'espèces en danger, on devrait réduire le risque d'épidémie. La refaunation, c'est peut-être notre assurance de diminution des risques, mais il faut qu'on arrive à le prouver. Donc là, on a très peu de données pour l'instant, quelques petites données quand même qui peuvent nous le faire. Donc j'ai fini avec, et ça va être une dernière diapositive sur l'éthique. Donc je vous ai présenté un peu une éthique formelle. Ça a été l'éthique, il faut faire ses consentes, il faut les signer, on passe devant des communautés d'éthique sur la santé humaine, sur la santé animale. Je vous dis que même le nombre de moustiques, il faut les dire pourquoi on va tuer des moustiques, même si ces moustiques sont des vecteurs de dengue ou de chikungunya, il faut expliquer pourquoi on va être obligé de faire ces collectes, pourquoi aussi on doit, et pourquoi aussi d'évoluer de plus en plus vers des approches non invasives plutôt que des approches très, très invasives pour la faune sauvage. Non. Et finalement, le travail qu'on a pu monter, toujours avec ma collègue Claire Lajoni, qui est plutôt donc une juriste de l'INSERM, et que je continue à faire, c'est finalement dépasser un peu le cadre de l'éthique formelle, mais d'avoir une vision un peu plus déjà de la métaéthique, notamment le point de vue finalement, parce qu'on se retrouve entre des points de vue très anthropocentriques ou très écocentriques, très individualistes ou très communautaristes. Ça, c'est important de savoir finalement, et on navigue un peu dans ces sphères-là. Et puis, l'important, je finirai avec ça, c'est nos responsabilités, la responsabilité. Je vous ai présenté tout à l'heure, il y a une responsabilité sur les recherches qu'on fait, depuis le terrain jusqu'au laboratoire, des prédictions qu'on peut faire, des responsabilités aussi envers les communautés, mais envers finalement d'autres, c'est d'avoir une vision beaucoup plus, je dirais, euh, méta et peut-être des fois par moments assez morale par rapport à nos responsabilités en tant que scientifiques vers la nature et vers les humains. Et je vous remercie. Serge, de cette présentation d'un travail absolument gigantesque et de la philosophie qu'il sous-tend, notamment sur la recherche de solutions. Je vais maintenant passer la parole à la salle s'il y a des questions. Oui. Oui, bonjour. C'est très intéressant ces aspects de renaturation en lien avec la santé. Et je pense que ça peut être un exemple ici, tout près de chez nous également, où peut-être on ne tient pas tellement compte de la nature au plus près des villes et des habitants. Et du coup, je serais très intéressée pour avoir des éléments de vos recherches. Je voulais savoir si ça va pouvoir être fait par les organisateurs. Voilà. Alors, tout à fait. Je vous remercie de votre question aussi. J'avoue que c'est vrai que c'était. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir être contacté déjà par les villes, la ville de Lyon qui a mis en place les aspects One Health, un réseau des villes One Health, comment finalement aborder les espèces à problème, les moustiques, les tiques, les rongeurs, une approche One Health. Donc ça, c'est un peu par les villes. Je sais que la région Nouvelle-Aquitaine donc a mis en place aussi sa stratégie One Health, ces aspects territoire et santé. Et puis très récemment, je suis très, très, très content de ça. Ma collègue Camille Bezombe, que vous avez peut-être déjà entendu, qui est une formidable jeune médecin, qui maintenant, médecin, qui a fait plutôt en épidémiologie, mais maintenant qui fait un travail à Sciences Po, vient d'avoir un projet financé pour travailler en Ardèche, pour avoir cette vision évidemment santé territoriale, quoi. Et donc, elle m'a fait j'ai vraiment le grand plaisir que je vais pouvoir un peu suivre leurs travaux, et ça associe le parc national, ça associe l'agence régionale de la santé, ça associe aussi des organisations non gouvernementales, enfin des associations, ça aussi associe des élus. Et donc finalement, c'est ça qu'on va avoir besoin, hein, c'est-à-dire on va avoir des cas, des exemples, quoi, des exemples, et de montrer que finalement, même si nos gouvernements qui sont très vraiment une grande déception par
par leur inaction, finalement, au niveau local, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, c'est un peu ça qu'il faut le montrer, et avec le soutien souvent de communautés, de collectivités locales, que ce soit des petites, que ce soit aussi des villes, des métropoles. Bonjour, merci énormément pour cette présentation. J'avais une petite question concernant vos travaux. Donc souvent, on sait que les liens entre biodiversité et transmission des maladies sont basés sur des concepts d'effets de dilution, d'effets d'amplification et ciblés sur un pathogène. Et je voulais savoir si dans le cadre de vos études, vous avez pu vous intéresser à plutôt la communauté des pathogènes et voir justement si ça avait des conséquences sur la transmission et s'il y a un lien entre communauté d'hôtes et communauté de pathogènes. Très bien, tout à fait. Vous avez bien noté que j'avais bien évité d'utiliser le mot dilution, effet de dilution, donc même si mes collègues l'aiment beaucoup, parce que l'effet de dilution, enfin rapidement pour tout le monde, c'est simplement de dire quand on perd de la biodiversité, on perd justement cet effet, on fait l'effet de dilution du pathogène et donc on augmente sa transmissibilité, sa transmission. Donc tout à fait, c'est-à-dire, ça j'ai la chance d'avoir un peu comme Vincent d'ailleurs, on a un peu de ces écoles-là qui ont émergé il y a déjà pas mal de dizaines d'années sur les approches d'écologie des communautés. Et ça m'a effectivement, ça a beaucoup servi, c'est-à-dire, et là on le reprend un peu sur pas mal de choses, c'est vraiment communauté d'hôtes, y compris des humains d'ailleurs qui sont dedans, communauté des pathogènes entre guillemets, certains n'étant pas du tout pathogènes. Maintenant, évidemment, avec les nouvelles technologies, on arrive à des microbiomes. Donc, on a aussi un peu une vision du microbiote, cette diversité des microbes, des viromes aussi, cette diversité des viromes. Et donc, l'analyse se fait maintenant comme ça et dans une diversité d'habitats. C'est-à-dire mieux comprendre comment des changements d'habitat, des changements de pratiques, finalement, modifient ces interactions de communauté, créent potentiellement ou pas des passerelles. Donc l'idée justement, et ça aussi c'est encore dans le cadre de cette reforestation, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut faire encourager des reforestations qui vont être plutôt des petites et pas connectées, ou est-ce qu'il faut des choses très connectées? Donc mes collègues de la dissolution sont plutôt sur des petites, mais ça c'est pas très bon pour la biodiversité. Donc ça serait plutôt une beaucoup plus grande connexion, quoi. Donc oui, il y a un travail à faire. Écologique, alors pseudo-expérimental, parce qu'on ne peut pas manipuler les territoires, ça appartient aux gens quoi, et aux administrations. Donc il faut qu'on trouve finalement ce que j'appelle des expériences naturelles, quoi, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les expérimentations humaines pour diversifier, pour mettre en place les conditions de test les meilleures, quoi. Donc toujours par des approches comparatives, malheureusement, on ne peut pas manipuler les territoires, enfin et heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas manipuler les territoires. Oui. Bonjour, est-ce que vos études vous ont permis aussi de montrer un changement sur la santé psychique des populations? Ça aussi, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que pour l'instant, alors je dois dire aussi en même temps que je ne suis pas ici de la santé animale ni de la santé humaine. Donc j'étais vraiment issu de l'écologie et de l'évolution. Donc on est plutôt, je me présentais souvent comme étant quelqu'un plutôt des disciplines asociales et ahumaines, donc et inhumaines, je dirais. Et c'est vrai que c'est petit à petit. Donc on est plutôt rentré au départ par les aspects de maladies transmissibles, mais c'est très clair, notamment en travaillant là, et donc ce qu'on fait en même temps aussi. Peu des trainings, enfin, on a pas mal de côté participatif, quoi. Et c'est vrai qu'on discute avec les dispensaires, si on commence à mettre, on leur demande de mettre en priorité quels sont les problèmes de santé dans leur communauté, bah, ils vont jamais mettre les maladies infectieuses, même s'il y a parce que finalement, une maladie infectieuse, c'est comme nous. Le SARS-CoV-2, on le met en premier. Maintenant, on va plus mettre le SARS-CoV-2 en premier.
C'est clair. Donc finalement, les maladies infectieuses, c'est passager. Ceux qui vont continuer à mettre le SARS-CoV-2 en priorité, ce sont ceux qui font des Covid longs. Et ça veut dire que ça commence à toucher finalement le long terme, ça commence à toucher le bien-être. Et tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose avec les reforestations communautaires qu'on veut commencer qu'on va commencer à aborder. C'est le bien-être. Finalement, la forêt, d'être proche de la forêt, d'avoir des belles choses. Écouter, d'ailleurs comme Vincent l'a pu le dire, mais il y a des études récentes qui disent qu'il faut écouter au moins 6 minutes de chant d'oiseaux par jour. C'est très bon pour se déstresser, et c'est vrai. C'est vraiment c'est très important. Donc finalement, travailler là-dessus, sur évidemment sur son bien-être, sur santé. Et finalement, c'est une question que je me pose aussi dedans, c'est comment abandonner aussi le bien-être et la santé, je dirais la santé bien-être des animaux domestiques et des animaux, y compris des animaux sauvages. Et donc, alors évidemment, les animaux sauvages, c'est plus des approches quantitatives que qualitatives. Mais oui, voilà. Donc, alors, il faut savoir aussi en même temps que oui, j'ai pas montré les données, mais on a une véritable épidémie au niveau mondial des pertes, enfin, je veux dire, de l'augmentation des maladies santé mentale, quoi. Donc, c'est vraiment aussi vraiment à prendre en compte, en plus des autres maladies non transmissibles que peut être diabète, cancer et autres. Donc, oui, il faut le faire, quoi.